l'envie d'aller venir faire des choses dans le service client, c'est une frustration en tant que consommateur. Et tout simplement, on s'est dit, voilà, un entrepreneur cherche des problèmes à résoudre. Là, il semble qu'il y en a un gros. Marketing et entrepreneuriat, un podcast proposé par Into the Minds, agence marketing à Paris et Bruxelles. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Laporte. C'est le cofondateur d'UpWare. Bonjour Alexis. Bonjour Pierre-Nicolas. Alors, comme vous le savez, depuis 2020, nous structurons ce podcast en plusieurs chapitres pour couvrir toute l'évolution de la genèse jusqu'au développement de votre start-up. Et donc, le premier chapitre est consacré à votre expérience entrepreneuriale. Et j'aimerais tout d'abord vous demander quels sont les 3 chiffres clés de votre entreprise. Le chiffre le plus important pour nous, c'est le taux de couverture chez nos clients, qui est de 70% des emails du service client où nous arrivons à aider les conseillers. C'est permis notamment grâce à notre R&D. On est une équipe qui a 80% technique sur 12 personnes. Il faut savoir qu'il y a 2 docteurs en intelligence artificielle basés à Toulouse. Et enfin, le dernier chiffre, c'est notre financement. C'est permis par notre chiffre d'affaires, bien sûr, mais aussi plus d'1 million, 1,4 million € qui ont été levés en 2018. Quels sont ensuite les 3 conseils que vous aimeriez donner à tous ceux qui veulent démarrer leur start-up? En fait, souvent, je ne donne qu'un conseil, c'est de ne pas perdre de vue le problème que l'on cherche à résoudre. Très souvent, les entrepreneurs sont concentrés sur leur solution. Ils aiment bien leur logiciel, ils aiment bien leur façon de faire. Et il y a souvent plusieurs façons de résoudre un même problème. Et il faut être prêt à tous les tester. Et donc, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de tester son idée tout le temps, d'être prêt à en changer et de très rapidement aller voir des clients ou des utilisateurs pour valider qu'ils sont prêts à l'utiliser réellement ou à payer pour. C'est mieux. Et c'est la seule chose qu'il faut faire. Un excellent conseil, en effet. Quelles sont ensuite les 3 compétences qui, sur la base de votre expérience, sont indispensables à la réussite d'une start-up? Pour faire le lien avec votre question d'avant, mon premier conseil, c'est d'écouter les conseils. Bon, bien sûr, en prenant quand même un peu de recul, mais il faut vraiment être prêt à apprendre. Il faut aussi être prêt à accepter les mauvais moments. Il y en a quasiment systématiquement dans les startups, donc il faut un peu de résilience. Et enfin, il faut pas se disperser. On a tendance à être très sollicité quand on est entrepreneur par des concours, par plein de choses qui se passent dans l'écosystème. Et ça, c'est pas la finalité. La finalité, c'est de résoudre le problème qu'on veut résoudre. Donc, il faut rester focus. On en arrive maintenant au 2e chapitre de ce podcast, la genèse de l'idée entrepreneuriale. Alors, pour commencer, rappelez-nous les activités de UpWare. Alors, ce que nous faisons à UpWare, c'est aider les équipes de service client à gagner en productivité, à gagner en qualité de traitement aussi, donc faire moins d'erreurs, peut-être venir améliorer les réponses. Donc en fait, ce que nous faisons, c'est qu'on se branche dans les systèmes utilisés par les conseillers, notamment les systèmes, on va répondre aux emails, et on va venir progressivement apprendre à répondre à la place du conseiller. Alors l'objectif n'est pas d'automatiser totalement le support client, mais plutôt de préparer la réponse qui est fréquente, pour le conseiller. Comme ça, le conseiller n'a plus qu'à valider, ou s'il a le temps ce jour-là, de venir ajouter sa touche personnelle. Mais c'est très important parce que les conseillers sont souvent sous l'eau, on va dire, en termes de productivité, et ils enchaînent les emails, et nous, on vient les aider à prendre un peu de recul. Alors, les systèmes dont vous parlez, c'est des systèmes comme Salesforce ou comme Zendesk, par exemple? En réalité, il y a 2 types de systèmes, et nous, on se place entre les deux. D'un côté, il y a les systèmes de messagerie, donc Zendesk, par exemple, donc Outlook, tout simplement, ou Salesforce Service Cloud, pour le coup, c'est la version service client. Et de l'autre côté, il y a les systèmes de données, où se trouvent les contextes des clients, le détail de la commande, le solde du compte, le type d'abonnement. Et c'est avec l'ensemble de ces données qu'on va être capable de comprendre le travail des conseillers et donc petit à petit d'apprendre. Comment est-ce que vous avez eu l'idée d'UpWare ou l'idée à la base de la société? Alors notre première idée était légèrement différente. Donc en fait, ce qu'on voulait faire, c'était apporter du mieux dans le service client. Alors, on partait d'assez loin. On avait imaginé un concept de regrouper tout ce qui est associé au service client sur une même page ou sur une même application. On appelait ça un Product Companion. On l'a pitché à notre premier client, qui est Brico Privé, basé à Toulouse, qui est un site de e-commerce. Et assez rapidement, on s'est orienté sur une seule chose, c'est automatiser les réponses du service client. Donc, il s'avère que c'est un chatbot, comme on l'appelle aujourd'hui.
Au bout de quelques semaines, on a vendu ça à notre donc premier client. Au bout de quelques semaines, on s'est dit on va pas y arriver, c'est trop compliqué d'arriver à refaire tout le savoir-faire des conseillers. Au lieu d'être en direct face aux clients et de devoir leur répondre, on va plutôt aider les conseillers. Et donc c'est comme ça que progressivement, en quelques semaines, en 2016, on est arrivé à ce concept d'assistance aux conseillers de service client. Est-ce que l'idée du produit, du compagnon produit à la base vient d'une frustration ou d'une insatisfaction que vous avez ressentie en tant que consommateur, ou bien comment est-ce que vous êtes vraiment arrivé à cette idée? Le product companion exactement, je vous dis juste ensuite comment on a eu l'idée. Bon, l'envie d'aller venir faire des choses dans le service client, c'est frustration en tant que consommateur. Et j'ai 1000 exemples de cas où on s'énerve au téléphone quand on a un problème avec sa banque, avec son opérateur, avec un colis qui n'arrive pas. Et tout simplement, on s'est dit, voilà, un entrepreneur cherche des problèmes à résoudre. Là, il semble qu'il y en a un gros. Alors, il est tellement gros qu'il y a probablement de bonnes raisons. Et il y a beaucoup d'acteurs sur le marché qui, depuis longtemps, essaient d'améliorer la situation. Mais en tout cas, il y a toujours un problème. Ensuite, l'idée de placer tous ces services au sein d'une même page qui, par ailleurs, était connectée par un tag physique, par exemple un QR code, ça venait plutôt de notre expérience passée, parce que juste avant Hubware, on était aussi entrepreneur au sein d'une entreprise qui s'appelle Unitag et qui était un générateur de QR code. Donc voilà, on a utilisé un petit peu notre savoir-faire de l'époque pour imaginer ce concept, qui est toujours valide, je pense, aujourd'hui, mais qui était un petit peu trop techno. Notre premier client a eu la gentillesse de nous le dire. Il nous a dit, vous voulez faire quelque chose qui change vraiment les choses. Bon, votre idée est bonne, mais si vous voulez vraiment avoir un impact, il faut oublier la partie tag physique. Parlons maintenant dans le chapitre 3 de la validation de l'idée. Donc vous avez déjà parlé de la validation de la première idée, l'idée de base du compagnon avec Brico Privé. Mais comment est-ce que vous avez réussi à tester le développement itératif de cette idée? Comment est-ce que vous avez réussi à tester la version numéro 2 du compagnon? On a fait un compagnon, ça c'était assez simple. On a fait un site internet qui regroupait la foire aux questions, le mode d'emploi, la facture, un petit peu tout ça. C'était un prototype assez simple. C'est plus la foire aux questions qui a attiré notre futur client, qui nous a dit si vous êtes capable d'automatiser cette foire aux questions, moi ça m'intéresse beaucoup. La moitié de mon service client sont des questions répétitives. Là, on a fait le deuxième prototype. Alors on a utilisé des outils en ligne d'analyse du langage qui permettaient automatiquement d'associer à des phrases leurs intentions. C'est un outil qui n'existe plus aujourd'hui, qui appartient à Facebook, qui est une start-up française à la base, qui s'appelait WIT. Et donc, on a fait un prototype assez simple. On l'a envoyé à notre client. C'était du coup plutôt un chatbot. Il a testé ça tout le week-end. Nous, on voyait les tests qu'il faisait. Donc, c'était je veux renvoyer mon colis, j'ai pas reçu mon abri de jardin, je veux annuler ma commande. Et ça lui a beaucoup plu. Donc, on est parti ensemble sur cette idée-là. Est-ce que vous avez fait une étude de marché, ou bien est-ce que vous vous êtes uniquement basé sur ce premier besoin, sur cette première demande concrète d'un client? Alors, une étude de marché qu'on aurait fait faire par un cabinet ou une étude de marché qu'on aurait fait nous? On va le refaire. Donc, la question ici, c'est vraiment est-ce que tu t'es intéressé au marché, ou est-ce que tu as essayé de valider l'existence d'un marché plus... Voilà, est-ce que tu as essayé au-delà de la demande du premier client, est-ce que tu as essayé de valider qu'il y avait un marché plus grand que ce qu'il te demandait? Est-ce que vous avez réalisé une étude de marché pour vérifier que le besoin de Brico Privé était également partagé par d'autres acteurs du marché? Complètement. On a tout de suite eu cette idée-là. On a fait deux choses. D'abord, on a réinvesti à peu près tout le montant du contrat avec Brico Privé pour participer à un salon qui nous a permis de rencontrer beaucoup de e-commerçants et donc de valider que tous partageaient le même besoin et que notre approche leur plaisait. Ensuite, on a aussi regardé d'un point de vue un petit peu macro, qu'est-ce que c'était le service client en France, combien ça représentait de conseillers. On sait aujourd'hui que ça représente à peu près 340 000 conseillers et que les solutions proposées aujourd'hui ne permettaient pas vraiment de résoudre ce problème, qui est un problème qui se compte en milliards d'euros de temps perdu à répondre à des questions fréquentes, ne serait-ce que sur la France. Donc oui, on a fait une étude de marché par nous-mêmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez été directement à la rencontre de clients ou d'autres parties prenantes à travers ce salon. Qu'est-ce qui a résulté de ce salon et comment est-ce que vous avez amélioré l'idée ou le produit initial? Ce qui était clair, c'est que tout le monde qui a un service client, alors un vrai service client avec des conseillers qui vont répondre à des questions fréquentes, ont besoin de l'optimiser. Ça semble évident que comme la moitié ce sont des questions fréquentes, il y a possibilité de faire différemment. Ce qu'on s'est aperçu en revanche, c'est qu'il y avait une assez grande variété de cas
Par exemple, un e-commerçant, c'est pas une définition si simple. Quand on a eu l'occasion de discuter avec des livreurs de repas, par exemple, certes, c'est un e-commerçant, mais les questions sont complètement différentes. Ça va plus être sur l'instantanéité de la livraison, par exemple. Et donc, il fallait que notre technologie soit capable de s'adapter à chaque client. Aujourd'hui, on a un modèle prédictif par client. Et la deuxième chose qu'on s'est aperçu, c'est que les logiciels utilisés par le service client, il y a une assez grande variété de logiciels. Donc, il faudrait développer des connecteurs pour chaque logiciel et ça représente un coût d'investissement pour nous. Donc, on a fait le choix de se focaliser pour le début sur Zendesk et sur Salesforce Service Cloud. Très bien, passons maintenant au 4e chapitre, le démarrage véritablement de l'entreprise. Donc au-delà de Brico Privé, comment est-ce que vous avez réussi à trouver vos premiers clients ? En participant à des événements B2B, on a très vite été mis en contact avec pas mal de gens. Notre idée semblait assez bonne. Elle était unique sur le marché. Donc par de la mise en relation, on a eu pas mal de discussions avec des e-commerçants. Donc ça s'est fait par du réseau, principalement, par des événements professionnels. Puis quand nous avons eu des investisseurs, par leur propre réseau. Au final, on n'a jusqu'à présent pas fait de marketing dans le sens création de demandes automatiques en ligne, par exemple. On fait pas beaucoup de prospection téléphonique de masse, par exemple, non plus. On a aujourd'hui, dans notre base de CRM, beaucoup de prospects qui nous viennent de mise en contact. Uniquement l'effet du réseau, le bouche à oreille dans cette première phase de développement. Tout à fait. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées dans cette phase de démarrage ? Au début, nous étions sur le e-commerce. On a vendu notre solution à des entreprises qui n'avaient pas Zendesk. On s'est aperçu que le déploiement était très compliqué. C'est vraiment un budget en plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plus. Le connecteur Salesforce a été compliqué à créer et on ne peut pas créer tous les connecteurs d'un coup en étant une petite structure. Donc on a dû faire un pas en arrière et de se dire, au lieu de faire e-commerce tout logiciel, on va faire toute industrie, mais que Zendesk. Et donc, il a fallu travailler sur nos fondamentaux, côté R&D, pour être capable de créer ces modèles prédictifs pour chaque client. Mais ça a été une des choses les plus compliquées. Et encore aujourd'hui, c'est souvent la partie intégration dans les systèmes qui est la partie un peu limitante. Donc, on essaye d'accompagner nos clients dans cette phase-là et de faire un peu de conseils pour qu'eux-mêmes aient une idée du degré de connectivité de leur système, en fait. Donc, est-ce que ça veut dire que l'intégration est un frein, pour ainsi dire, à l'achat de la part de vos clients ? L'intégration peut être un frein. Alors, il faut prendre du recul et regarder ce que ça entraîne en termes de gains de performance. Le ROI, il est là. Au bout d'un an, on peut avoir du ROI, même si l'intégration est compliquée. Forcément, nous, on préfère quand même aller sur des cycles de vente courts avec des clients Zendesk où il n'y a pas besoin de développer un connecteur. Et au-delà d'être un frein, j'ai vraiment pu constater que la dette technique de certaines entreprises qui ont du mal à rendre leurs données disponibles est une dette au sens propre, c'est-à-dire que pour pouvoir surmonter ça, il faut un investissement conséquent. Donc avec les grands groupes, c'est un sujet pour eux avec tous leurs potentiels partenaires et on fait face à ces difficultés également. Est-ce que vous avez détecté des signes à certains moments que le marché répondait, malgré ces problématiques que vous citez, favorablement ? Complètement. Depuis 2 ans maintenant, on voit des appels d'offres, guidage des agents, conseillers augmentés. C'est un terme qui vient souvent, même si personnellement, j'aime pas trop le terme. Mais on voit que le marché se structure beaucoup autour de cette idée d'aider les conseillers à être plus efficaces, d'automatiser une partie du service client. Et puis la concurrence également. Depuis 1 an environ, je vois apparaître des startups qui sont à peu près au même stade de développement que nous. Alors il y en a aux États-Unis, il y en a en Europe, mais on converge à peu près tous, même celles qui proviennent à l'origine de l'univers du chatbot, vers cette idée de venir optimiser le service client et pas uniquement l'automatiser. Donc la concurrence est un bon signe et c'est aussi une bonne manière de faire la transition vers notre avant-dernier chapitre, le chapitre qui est consacré au décollage. Donc vous l'avez dit, il y a de plus en plus de concurrents sur ce marché, ce qui va sans doute vous entraîner à vouloir passer à la vitesse supérieure et à vous développer encore plus rapidement. Alors qu'est-ce que vous faites concrètement pour dépasser votre vitesse de croisière et accélérer dans cette phase de concurrence accrue ? Une chose qui est revenue fréquemment, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le marché. Il y a beaucoup de cas qui sont présentés, mais en réalité, des fois, le ROI pas forcément présent. Du coup, on s'est dit, nous, on va mettre en avant nos clients, en fait.
Ils ont la gentillesse d'accepter de discuter avec certains de nos prospects. Ça leur prend du temps et je les en remercie encore. La banque Nickel, par exemple, fait ça souvent, ou Beauté Privée, ou le Slip Français. Mais en fait, nous, notre plus grande force, c'est nos clients qui sont très contents de la solution et qui n'hésitent pas à le dire. Alors, on peut modéliser le gain que ça leur apporte. Mais donc, nous, on s'est dit, on a travaillé pour avoir des clients qui sont très contents, les conseillers sont très contents. Donc, on va mettre en avant ces cas-là et on va utiliser cet avantage. Comment est-ce qu'on fait pour gérer les aspects financiers et humains dans une phase d'expansion? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Alors, de notre expérience passée dans une autre start-up, en fait, on s'est dit, il faut toujours que l'équipe fondatrice et puis même que toute l'équipe ne fasse que du développement commercial, développement du marché, et la livraison du produit. Tout ce qui sort un petit peu de ce périmètre-là, si on peut l'externaliser, on l'externalise. Alors, on n'est pas encore arrivé au stade où on a, par exemple, externalisé complètement la fonction finance ou RH, on le gère par nous-mêmes, mais on essaye de faire ça de façon efficace, rapide, pour ne pas justement perdre ce focus. On n'a pas hésité, par exemple, à travailler avec des cabinets pour la partie financement, pour tout ce qui est crédit d'impôt recherche ou obtention de subventions, pour gagner du temps, en fait. Quitte à perdre un petit peu parce qu'il y a une commission, ça nous semble très, très important d'être toujours focus sur nos clients et le marché. Et par rapport aux aspects ressources humaines, vous êtes dans un secteur où l'offre est très tendue. En tout cas, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres en matière de compétences digitales, surtout lorsqu'on parle d'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous faites pour trouver des talents qui vont rejoindre votre équipe? On a un petit peu de réseau sur l'intelligence artificielle à Toulouse. C'est là qu'est née l'entreprise. Moi, je suis installé à Paris depuis 2 ans, mais la base est à Toulouse. Ce qui plaît dans notre projet, c'est qu'il y a une part de véritable R&D. On fait des choses à la pointe en termes de machine learning, par exemple, sur les données non structurées, sur l'explicabilité de la prédiction notamment. Donc ça plaît. Et puis après, alors on est une start-up, donc voilà, il y a des avantages. On fait un peu de télétravail, on fait du team building. Mais bon, c'est pas fondamentalement ce qui intéresse le plus. Je pense que ce sont les valeurs que porte l'entreprise aussi. Nous, on a à cœur de mettre en avant le métier de conseiller. On fait très attention à ça. Et donc, voilà, on souhaite tout le bien, en fait, de nos clients, des conseillers avec qui on travaille, de nos collaborateurs également. Et c'est un environnement de travail très positif et on l'espère créateur de valeur sur le marché et ça plaît. Passons maintenant au dernier chapitre, le futur de l'entreprise. Alors, à quoi ressemble-t-il justement le futur de Hubware? Les challenges qu'on a à résoudre, déjà, c'est le développement commercial. Aujourd'hui, on a encore une part de R&D qui est très importante, donc il faut que la tendance s'inverse puisqu'on est amené à grandir. On doit faire plus de marketing et plus de ventes. On doit se développer déjà sur des pays européens et aux États-Unis. On a de vraies opportunités là-bas. Certains marchés sont un petit peu plus mûrs sur l'utilisation d'outils comme Hubware, sur la présence de Zendesk notamment. Donc le futur, je pense, sur les 2 années à venir, ça va être une forte croissance, je l'espère. Potentiellement des rapprochements à faire avec certains concurrents. Nous, on est spécialisé sur les emails. On va pas forcément pouvoir gérer également le chat, la voix également. Les appels téléphoniques sont une part très importante du service client. Probablement des partenariats à nouer, des rapprochements à faire. Oui, parce que ça, c'est un vrai défi. Aujourd'hui, les consommateurs sont ultra connectés, donc ils peuvent contacter les entreprises de multiples manières. Tout à fait. À peu près aujourd'hui, c'est plus de la moitié par le téléphone, 60%. 20%, 20-25% pour l'email. Après, une part de chat. Ça évolue beaucoup. Les jeunes gens n'aiment pas trop appeler, notamment. Ils aiment bien laisser des notes vocales. Donc, on verra comment le marché évolue, mais nous, on doit forcément être omnicanal. Et on a fait le choix de commencer par les emails, qui est le canal le plus simple, mais il faut qu'on aille sur d'autres canaux, bien évidemment. Alors, dans ce parcours de croissance, est-ce que vous avez identifié des ressources particulières qui vont vous permettre justement d'arriver et d'atteindre vos objectifs? Aujourd'hui, on est un petit peu à la croisée des chemins puisqu'on a des clients qui sont des grands comptes. On travaille, on a gagné un appel d'offres régional en Occitanie avec EDF, par exemple. Et on a des clients qui sont des scale-up, comme on dit, qui utilisent Zendesk, comme le Slip Français, par exemple, comme Beauté Privée, comme Compte Nickel, bien évidemment, qui sont en pleine croissance. C'est pas tout à fait le même type de client. On a un petit peu un choix à faire entre aller vers l'un ou vers l'autre. Les ressources clés en termes ressources humaines, ça va être une partie direction commerciale. Ça manque forcément puisqu'on est une équipe essentiellement technique, commerciale et marketing évidemment. Et la partie R&D aussi, qui a été toujours faite par nous avec des docteurs qui sont là et qui sont très compétents
Mais on a aussi moyen de plus valoriser ce savoir-faire. On va essayer de faire des publications scientifiques, par exemple. Donc, probablement un directeur scientifique un jour qui nous rejoindrait. Quels sont les 3 chiffres clés de votre entreprise dans 5 ans? Imaginons que nous nous retrouvions ensemble pour un podcast, de nouveau à distance. À quoi va ressembler Hubware à ce moment-là? Dans 5 ans, c'est assez lointain pour une start-up. Ce qu'on souhaite, nous, c'est toujours rester concentré sur le développement de notre technologie, la vente de cette technologie. Peut-être qu'on passerait beaucoup par des partenaires pour diffuser cette techno et notre méthode. Donc, on n'imagine pas forcément, en tout cas entre fondateurs, une société énorme, plutôt une société distribuée, une société répartie. Donc, le chiffre d'affaires à 5 ans, le marché étant de plusieurs milliards, j'espère bien que nous nous rapprocherions des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une équipe principalement basée en France avec des relais sur des marchés européens, américains. Ça, je ne sais pas, ça va dépendre de la structure, mais bien évidemment, plus d'une 50aine de personnes. Un chiffre important, surtout notre capacité, on va dire technique, à modéliser le service client de façon automatique. Ce qu'on souhaite vraiment à terme, c'est que le service client puisse, sur une situation imprévue, régénérer au bout de quelques heures ses modèles prédictifs. En fait, ce qu'on dit, c'est le service client est amené par nature à réagir aux imprévus. En ce moment, on vit une période où il y a de gros imprévus. Il faut laisser les humains travailler, parce que ce sont les seuls à savoir le faire. Mais très rapidement, dès qu'il y a de la répétition, il faut être capable de créer un modèle prédictif qui vient prendre le relais et vient faire des brouillons de réponse et des réponses automatiques. Et donc, le chiffre clé demain, c'est d'être capable, au bout de quelques dizaines ou centaines d'exemples, au bout de quelques heures de travail d'une équipe de conseillers, d'être capable de régénérer un modèle prédictif. Et donc, demain, c'est ce qu'on souhaite faire, c'est être capable, quasiment instantanément, de modéliser le fonctionnement du service client. Alexis Laporte, merci beaucoup pour votre temps. Je rappelle que vous êtes le patron de Hubware, une start-up basée en France, originaire de Toulouse. Vous êtes basé à Paris, qui est spécialisée dans le service client et l'amélioration de l'efficacité des contacts email entre les employés et les clients. Merci beaucoup Pierre-Nicolas. Cet épisode de Marketing et Entrepreneuriat vous a plu ? Alors n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.